L'entrée d'un parent à maison de retraite, ça soulève tellement de questions. On s'inquiète pour sa santé, pour son moral, mais est-ce qu'on pense à son petit verre de vin quotidien? Ça peut sembler être un détail, mais derrière cette simple question se cache en fait un immense enjeu de liberté et de dignité. C'est un sujet délicat, c'est sûr, mais il est vraiment essentiel de l'aborder. Alors, comment on fait pour y voir clair? Pour bien comprendre la complexité de la situation et surtout pour trouver des réponses humaines et intelligentes, on va explorer ce sujet ensemble en 6 grandes étapes. Bon, alors commençons par planter le décor. Il faut bien comprendre que l'alcool en maison de retraite, c'est un sujet qui met tout le monde un peu mal à l'aise. Les familles, bien sûr, qui s'inquiètent, mais aussi les soignants, qui sont vraiment en première ligne. Et le premier, le plus grand des défis, c'est que le problème est souvent invisible. La relation qu'un résident peut avoir avec l'alcool est rarement aussi simple qu'un petit verre pris à table pendant le repas. C'est souvent bien plus complexe. D'ailleurs, il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. Imaginez la scène. On est en 2008, dans une maison de retraite. Un midi, par oubli, le vin n'est pas servi à table. Et là, surprise, la réaction de certains résidents est d'une violence totalement inattendue. C'est le déclic pour l'équipe soignante qui comprend soudain que ce petit verre de vin n'était en fait que la pointe de l'iceberg. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on passe si souvent à côté? Eh bien d'abord, parce que les signaux d'alerte classiques, comme une chute, un moment de confusion ou un peu d'anxiété, on a vite fait de les mettre sur le compte de la vieillesse, tout simplement. Et si on ajoute à ça une consommation qui se fait en solitaire, en cachette, et un déni qui est parfois partagé par le résident lui-même et son entourage, on a tous les ingrédients d'un véritable angle mort. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à la question la plus difficile, que ce soit pour les soignants ou pour les familles, est-ce qu'on doit privilégier la sécurité avant tout, ou est-ce qu'on doit respecter la liberté de choix de nos aînés? C'est un vrai dilemme éthique. En fait, on a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, il y a la vision sanitaire pure et dure. La priorité absolue, c'est d'éviter les chutes, les fractures, les mauvaises interactions avec les médicaments. La sécurité prime sur tout le reste. Et de l'autre côté, on a une vision plus médico-sociale, qui place la qualité de vie au centre. Là, l'idée, c'est de respecter la liberté de la personne, de préserver ce qui est parfois l'un de ses derniers plaisirs. Forcément, face au risque, la tentation est grande de se dire « Écoutons, pour éviter tout problème, interdisons l'alcool, point final ». Mais tous les experts le disent, c'est une fausse bonne idée. C'est même totalement contre-productif. Et cette citation d'un grand spécialiste d'éthique médicale, le professeur Christian Hervé, est vraiment très claire là-dessus. Interdire, ça ne ferait qu'augmenter le sentiment d'exclusion et de solitude de la personne âgée. Or, c'est souvent cette solitude qui est la racine même du problème de consommation. En gros, l'interdiction risquerait d'aggraver le mal qu'elle prétend soigner. Et puis, il faut être réaliste. Une interdiction pure et simple, ça ne fait pas disparaître l'envie de boire. Non, ça la rend juste clandestine. Et une consommation qui se fait en cachette, sans aucun cadre, sans aucun contrôle, c'est évidemment beaucoup plus dangereux. Bon, alors, si interdire n'est pas la solution, on fait quoi? Heureusement, il existe une troisième voie, une approche bien plus fine, bien plus humaine, celle de la réduction des risques. Et pour ça, il y a un mot qui change tout. Ce n'est plus dépendance, mais mésusage. Ça peut sembler être un détail, mais ça change toute la perspective. L'objectif n'est plus forcément l'abstinence, l'arrêt total et à tout prix. L'objectif, c'est de trouver un équilibre, de modifier la consommation pour réduire les dangers tout en préservant la qualité de vie. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, tout repose sur un projet de vie individualisé qui est construit avec le résident et non pas pour lui. Ça passe par une évaluation de sa situation, mais sans aucun jugement. Ensuite, on établit une sorte de contrat de confiance. Bien sûr, il faut que le personnel soit formé et impliqué. Et enfin, et c'est crucial, il faut une communication totalement transparente avec la famille. Et voilà, on y vient, le rôle des familles. Parce que pour que cette approche personnalisée fonctionne, les proches ne peuvent pas être de simples spectateurs. Ils sont de véritables partenaires dans le soin. En tant que proche, le rôle est vraiment de faire le lien. Ça veut dire être capable de dialoguer ouvertement avec son parent de ses habitudes, sans l'accuser. Ça veut dire partager ses observations et ses inquiétudes avec l'équipe soignante. Et bien sûr, ça veut dire participer activement à la construction de ce fameux projet personnalisé. C'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on peut trouver le juste équilibre. Et attention, il ne faut surtout pas croire que c'est un problème marginal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 20 et 40% des résidents en maison de retraite pourraient avoir une consommation d'alcool à risque. C'est un chiffre énorme, vraiment. Et ça nous montre à quel point il est urgent de prendre ce sujet au sérieux. Au final, on le voit bien, derrière l'histoire de ce verre d'alcool, la vraie question est bien plus profonde, bien plus universelle. C'est comment fait-on pour concilier la bienveillance, l'exigence de sécurité et le respect de la dignité d'une personne qui a le droit de choisir sa vie, jusqu'au bout. C'est ça le véritable défi.
Si vous voulez ne pas louper une vidéo, abonnez-vous et pensez à activer la cloche.